Bonjour à tous, vous êtes sur The Leaker, c'est pour cette nouvelle vidéo. Je reçois un invité encore exceptionnel, un acteur incroyable. Je sais, je vous dis toujours la même chose, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vérité. Et oui, vous l'avez vu au cinéma et à la télé dans tout un tas d'œuvres incroyables telles que Alien 3, Fight Club, Le Pacificateur, Abîme, Sully, Jack Reacher, The Losers, Gangster Squad et même Justice League, la version ciné. Et vous l'avez vu dernièrement dans l'incroyable série de David Fincher sur Netflix, Mindhunter. Et il revient aujourd'hui au cinéma dans le dernier film de Guy Ritchie, War of Men, en costard avec Jason Statham. Il s'agit bien entendu de Holt McCallany et il m'a fait l'honneur d'être mon invité en exclusivité sur The Leakers. Il revient sur son parcours et sa carrière à Hollywood avec des anecdotes incroyables. C'est une interview d'1 heure exclusive en détente complète, une ambiance conviviale comme toujours sur The Leakers. Et si vous voulez toujours plus d'exclusivité sur The Leakers, eh bien abonnez-vous à la chaîne, soutenez la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, mettez-moi un petit pouce bleu. Vous savez que j'aime vous lire et que je réponds à tous vos commentaires. Encore un grand merci à tous et n'oubliez pas d'aller au cinéma. Quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent moment sur The Leakers. Hey Holt. Bonjour, ça va? Excuse-moi, je viens de me lever là. C'est le matin. Je suis à Chicago et bonne journée, bonne soirée. Oui, bonne soirée. Ouais, c'est vrai qu'on est en début de soirée. Donc du coup, you want to do this in French or in English? It's up to you. Bah écoute, t'es français, n'est-ce pas? Ouais, c'est génial. Non, mais c'est génial. non, mais ça me donne occasion de parler français et j'adore la France, j'adore parler français et bon, ici à Chicago, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde qui parle français. Non, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir de te recevoir, Holt, sur The Leakers. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et franchement, ton français est parfait. Je suis super étonné. Et je vais commencer par cette question, Holt. Où est-ce que tu as appris à parler comme ça français? Dis-moi. Bon, écoute, j'ai fait mes études à Paris dans les années 80. J'ai commencé à l'école Marcel Marceau, école du théâtre Marcel Marceau. Après, j'ai fait l'école Jacques Lecoq à Paris et quelques mois à l'école du cirque. Je voulais être comédien. Et je voulais aussi apprendre le français, vivre à Paris, habiter à Paris. Donc, oui, bon, j'ai compté rester une année et en fait, je suis resté 3 ans à Paris. Bah, c'est génial. En tout cas, c'est impressionnant. Tu parles super bien. Tu me comprends parfaitement en plus. Non, franchement, c'est très impressionnant. Je dois te le dire. Je prends des cours toujours, 2 fois par semaine. J'ai un prof et je continue à pratiquer mon français parce qu'un jour, je veux tourner aussi en France. Là, je suis en discussion avec un réalisateur pour faire un film l'année prochaine en France. Mais c'est un film en anglais. Mais j'ai fait un film. J'ai fait un film français avec un super réalisateur qui est aussi un super bon acteur et c'est quelqu'un que je considère comme un frère, vraiment. Jalil Lesber. Yes. Et Jalil m'a proposé un rôle dans un film qui s'appelle Le Dindon avec Danny Boone et Guillaume Gallienne. Et moi, j'ai adoré le film. Tu sais, j'ai trouvé ça vraiment très, très marrant. Ça n'a pas vraiment fonctionné. C'était... nous avons pas eu des très belles critiques, comme on dit, mais pour moi, c'était une super expérience que je garde vraiment dans mon cœur et tout le monde était vraiment gracieux, chaleureux, tout le monde m'accueillait avec, c'était juste pour moi une expérience très mémorable et ça m'a donné envie de retourner travailler encore en France bientôt.
Écoute, je l'espère vraiment. Alors, tu sais, Holt, je voudrais t'introduire vraiment parce que moi, je suis vraiment très très honoré de t'avoir sur cette émission. Et j'aimerais rappeler quand même pour les Français, parce que là, c'est vraiment une grosse fanbase française qui nous regarde. Tu sais, tu as été dans des gros films. Moi, déjà dès les années 90, tu as été dans tous les gros films de cinéma que j'aime. Tu vois, on t'a vu dans Alien 3, on t'a vu dans Fight Club, on t'a vu dans Le Pacificateur, The Peacemaker, dans tous ces grands films que tu as fait, tu vois, dans les années 90. Et puis ensuite, tu as travaillé avec, enfin, très tôt, tu as travaillé avec des grands réalisateurs, hein, pour nommer que Fincher, mais très tôt, tu as travaillé avec des grands réalisateurs. Et puis on t'a vu après dans Jack Reacher, Black Hat avec The Michael Mann, Sully. Tu as été dans tous ces grands films de Losers, Gangster Squad, et puis à la télé aussi, Les Experts Miami, et puis bien entendu Mindhunter sur Netflix, voilà. Et tout ça, je voudrais dire que j'ai suivi ta carrière, voilà, parce que moi j'ai grandi dans les années 90 et puis je t'ai vu dans tous ces grands films et vraiment je suis très honoré de t'avoir. Moi ça me fait vraiment plaisir. Et puis voilà, aujourd'hui, voilà, tu as travaillé avec tous ces grands réalisateurs et aujourd'hui tu es la co-star du nouveau film de Guy Ritchie, Wrath of Man, avec Jason Statham. C'est un peu une nouvelle étape dans ta carrière au cinéma. Tu peux nous parler un peu de ton personnage? Bah écoute, oui, bah, tu as tout à fait raison. Tu préfères John, c'est ça, John? John, ouais, John. Oui, bah, tu as tout compris, John. J'ai commencé ma carrière vraiment dans les années 80, mais ça marchait mieux dans les années 90. J'ai accepté des petits rôles pour être avec des grands réalisateurs. Parce que je me suis dit, bon, je vais apprendre le métier. Et les rôles sera plus large après. Je veux juste continuer à bosser, à construire on dit mon CV. Oui, ton CV, ouais, ton expérience. Mon expérience et surtout apprendre le métier, hein, avec des grands. Parce que par exemple, un film comme Fight Club, bon, c'est vrai que j'ai pas un rôle principal. Mais j'étais là 5 mois avec David Fincher et Brad Pitt, le grand, tu vois. Donc j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris et on fonde des relations aussi. Je suis ami avec Monsieur Fincher. Il m'a repris pour le Mindhunter et c'était vraiment pour moi ça a tout changé, quoi. C'est parce que c'était vraiment c'était finalement pour moi la possibilité de là c'était comment on dit en français une opportunité. Oui, une espèce de, tu vois, quand tu es lieutenant et tu deviens capitaine. Ah oui, c'était, tu as été, comment dire, oui, tu as pris du grade, c'est-à-dire, ça y est, confirmé, ça y est, tu as été maintenant confirmé. Confirmé, voilà, j'aime ce mot-là. J'ai été confirmé, exactement, par Monsieur Fincher. Et après, c'était plus facile à d'autres réalisateurs, comme Monsieur Guy Ritchie, par exemple, à dire, ouais, bah, écoute, si Fincher, un réalisateur qui est considéré parmi les meilleurs réalisateurs, toujours, et vraiment un réalisateur exceptionnel dans tous les maître, un légende. Et si lui, il a confiance dans cet acteur, donc moi aussi je peux me permettre. Donc Guy Ritchie m'a proposé un rôle avec Jason Statham et ça m'intéressait beaucoup. D'abord parce que j'avais vu l'original, la version française. La version française, exactement. Albert Dupontel. Et Albert Dupontel, un film qui s'appelle Le Convoyeur. Et j'ai beaucoup aimé ce film. Et j'étais toujours, depuis 2011, quand il a gagné l'Oscar pour l'artiste, j'avais toujours beaucoup de respect pour Monsieur Dujardin parce que c'est un acteur avec une certaine qualité, je trouve, assez unique et originale. Nous sommes très très différents
très différent, mais j'aime son travail. Il a un esprit, il a une certaine, je ne sais pas, une façon à jouer que je trouve intéressant à regarder, quoi. Et bon, on m'a proposé le rôle de Jean Dujardin, donc j'ai tout de suite accepté. Bon, le film est très différent à la version originale. J'imagine que oui. C'est sûr que c'est la version de Guy Ritchie et il a son style, il a son point de vue, il a son procès, quoi, ses techniques. Mais le film, c'est un grand succès, hein. Ici aux États-Unis, c'était numéro 1. Je crois très content de l'entendre. Vraiment, ça fait super plaisir. Et j'espère que ce sera un grand succès en France. Et voilà, tu vois, nous, on va y contribuer. Te recevoir là, c'est un honneur pour nous. Et on va contribuer à faire la promotion du film. Donc, c'est vraiment un honneur. Merci, c'est moi qui te remercie. Holt, je vais inviter avec moi, j'ai un co-host, il est youtubeur en France, il fait beaucoup de critiques de films et il adore ton travail et je vais l'inviter tout de suite, il s'appelle Merej et il va te poser quelques questions sur ta carrière, ok? C'est parti. Salut Merej. Bonjour Holt, salut John. Je suis vraiment ravi de faire ta connaissance Holt, ça me fait très plaisir et je dois te dire, je suis très impressionné par ce que tu as dit là tout de suite, déjà parce que tu fais preuve de beaucoup d'humilité, je trouve, et ça me plaît beaucoup. Et moi, je suis un comédien de théâtre également, où j'ai fait beaucoup de théâtre à Paris, et notamment du mime. Et de savoir que tu as travaillé avec et Marceau et Lecoq, je trouve ça incroyable parce que ce sont des maîtres. Et pour moi, c'est vraiment la base du métier pour apprendre à maîtriser son corps. Et je comprends maintenant mieux pourquoi tu as autant de charisme et de présence à l'écran, même quand tu ne dis rien. Parce que, voilà, ce sont des gens qui t'ont tout appris. Je pense. T'es super gentil à dire ça, Merej. Et je te dis sincèrement que ma jeunesse à Paris, dans les années 80, quand j'étais élève chez Marceau et chez Lecoq, honnêtement, c'est parmi les meilleures années de ma vie. Et je garde ces expériences-là vraiment dans mon cœur. Et c'est la vérité. Hein, pour moi, les acteurs qui sont passés par Lecoq et par Marceau sont des acteurs accomplis. Enfin, vraiment, la plupart des gens ne passent pas par cette direction-là. Et je trouve que c'est, moi, personnellement, la plus importante. Donc, je te félicite. Enfin, vraiment, c'est impressionnant. Mes parents étaient comédiens à Broadway. Et ma mère était chanteuse et elle était assez connue hein, à New York. Mon père était acteur, il est devenu producteur. Donc, j'ai grandi dans ce milieu, dans le métier. Mais donc, il n'y avait aucun doute dans ma tête. J'allais être comédien, full stop. Mais je voulais apprendre le métier vraiment de base, comme on dit. Je voulais commencer avec le plus important, c'est le corps. C'est le travail, tu vois, ce qu'on a fait avec Marceau, parce que c'était pas juste le mime. Hein. Chez Marceau, on travaillait sur de l'art dramatique. Chez Lecoq, on faisait du travail des masques, des comédiens de l'art et tout ça. Mais tu apprends des petites choses, tu vois, et petit à petit, tu deviens comédien. C'est pas comme ça que ça se fait. Bien sûr. C'est pas juste le fait que tu te lèves un jour, tu dis, moi je suis comédien. Oui. Ah non, c'est un travail de longue. Et pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Lecoq et Marceau, ce sont vraiment des exercices et un travail extrêmement précis, extrêmement exigeant, des choses qu'on répète et qu'on répète. Il faut être extrêmement minutieux. Et vraiment, c'est un travail de fond. Et comme tu dis, quoi, savoir maîtriser son corps. Et en fait, l'instrument du comédien, c'est son corps. Et donc, donc, tu as tout à fait raison, Merej. Et tu as dit quelque chose il y a quelques minutes à quoi je voulais répondre. C'est la puissance de l'immobilité.
là, j'ai tourné un film récemment, un film que je crois que ça sera vraiment parmi les meilleurs films que j'ai jamais fait, avec le grand réalisateur mexicain Guillermo del Toro et Le master. le maître. Je sais, c'est marrant. Je voulais pas raconter cette histoire, mais juste pour le fun, quoi. Je parlais tout à l'heure de film de Jalil Esper, Le Dindon. Le Dindon. La première, c'était à Angoulême. C'est le petit village, vous voyez où c'est. Et j'ai été invité. Et donc, j'ai pris le train de Paris. Et dans le train, il y a mon téléphone qui sonne. Mais il y avait des personnes âgées devant moi qui se reposaient. Et je voulais pas être l'Américain qui parle trop. Hello? I'm on a train in France. Tu comprends le type d'américain. Bon, je voulais. Alors, mais tu vois, j'ai répondu, mais comme ça, tu vois, j'ai dit alors. Et il y a la voix sur l'autre côté qui dit Halt. C'est Guillermo del Toro. Et je suis, pardon? Guillermo del Toro. Halt. J'ai un film avec Bradley Cooper. Ça sera un honneur pour moi si vous venez travailler avec moi à Toronto. Et je me suis... oui, monsieur Del Toro. Oui, avec grand plaisir. Oui. Et donc, j'ai accepté un rôle. Et si tu veux, c'est l'histoire... d'un, comment tu dis, conman, un arnaqueur, Bradley Cooper et un arnaqueur qui fait semblant quoi qu'il peut parler avec des décédés, comment on dit, il peut, Des esprits. Oui. Spirit, des esprits. Voilà, avec des esprits, merci beaucoup. Et moi, je joue le rôle de quelqu'un et tout le monde est convaincu. Et tout le monde est convaincu parce que Bradley Cooper, c'est un grand acteur. C'est vraiment un acteur avec beaucoup de talent et il joue son rôle d'une manière, il peut facilement gagner un Oscar, tu vas voir. Mais moi, je suis le seul qui n'est pas convaincu. Alors, je ne parle pas beaucoup dans le film, mais dans les scènes là où quand je suis là avec, tu vois, j'ai essayé et Guillermo, il voulait aussi d'être, tu vois, je bouge pas, je souris pas, je le regarde avec l'immobilité et Guillermo, il vient comme ça. Et quand j'ai vu que, il m'a donné un grand compliment. Il m'a dit, écoute, Holtz, tu fais beaucoup, même quand tu fais rien. Quand tu fais. Et ça, j'ai appris ça de Marcel Marceau. Bien sûr. En 82 à Paris. La présence dans l'immobilité. Mais c'est vrai, Holt, que tu as un charisme assez extraordinaire. Et rien que dans le trailer du nouveau Guy Ritchie, on le voit. C'est vraiment, et puis tu as une voix aussi. Tu sais, le son de la voix, cette intonation que tu as dans la voix. Je parle surtout quand tu parles en anglais. Tu sais, tu as une voix avec des basses très présentes. Ladies and gentlemen, elle we est have a posée new comme ça, edition. et du coup ça te donne aussi, avec ta stature, une espèce de charisme assez incroyable. Et je vais laisser Merej du coup te poser cette question pour le film. Vas-y Merej. Oui, alors je voulais savoir, même si il s'agit d'un film d'action, Un homme en colère, on a l'impression que Guy Ritchie en fait cherche une sorte de second souffle à sa carrière. J'ai l'impression qu'il semble vouloir peut-être revenir à quelque chose de plus simple, de plus intime dans sa réalisation, et avec un tempo peut-être un petit peu plus lent, où il va privilégier plus la prestation des comédiens, la performance des comédiens. Est-ce que tu peux nous confirmer ça? Est-ce que c'est un film peut-être un peu plus intime, un peu plus lent que d'habitude pour Guy Ritchie?
Bon, c'est une question très intéressante d'abord. Parce que une chose que j'ai appris, Maresh, c'est que tous les réalisateurs, les grands réalisateurs, sont très différents à leur façon de travailler. Monsieur Fincher, il travaille d'une manière complètement différente à Monsieur Ritchie, qui travaille lui-même d'une façon complètement différente à Monsieur Del Toro ou Monsieur Eastwood ou Monsieur Michael Mann. Et donc, il faut les premières 2-3 jours, tu arrives et tu essaies de devenir un peu... C'est comme un boxeur dans les premières rounds. Tu vois, tu veux juste voir qu'est-ce qu'il va faire. Tu vois ton adversaire. Tu vois... Exactement. Tu prends ta distance, tu jauges l'adversaire, tu regardes. Oui, je ne veux pas dire comment réalisateur, c'est mon adversaire. Tu essayes de l'apprivoiser, quoi. Voilà, merci. Et ce que j'ai compris assez vite fait chez Guy, c'est que Guy, c'est bon. Déjà, tu veux parler de quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de personnalité, beaucoup de confiance en soi. Il est vraiment... ça, c'est Guy Ritchie. Et il travaille sur l'instinct. C'est-à-dire que Monsieur Fincher, par exemple, il est extrêmement précis. Et il fait beaucoup de préparation pour tous les pour toutes ces scènes, toutes les plans. Mais Guy, il a une autre façon de travailler. C'est-à-dire que il est plus comment instinctif. On dit? Instinctif. Décontracté. Il est sur le... Oui, instinctif, décontracté, oui. Et donc, il est capable à changer la vie de moment à moment. Il est capable de réécrire toute une scène. Tu vois, tout le dialogue. Sur le tournage. Juste avant de tourner. Il se sert de l'énergie. Il se sert de l'énergie du tournage. Alors donc, il faut être assez léger sur les pieds parce que tu ne sais pas exactement. Et c'était la première fois que j'ai vu ça de ce point-là. Tu comprends? Il est vraiment comme, tu vois, comme les gunslingers. Tu vois, de l'ancienne Ouest aux États-Unis, tu vois, il est mais c'est aussi, tu vois, nous étions assez excités, quoi, tu vois, parce qu'il a beaucoup d'énergie. Il travaille d'une manière très rapide. Une fois qu'il a quelque chose qu'il aime, il bouge. Tu vois, Fincher, il va y rester parce que une seule n'est pas suffisant. Il veut des choix. Il veut 12 ou 14 ou parfois on fait 30 ou 40. Ça n'existe pas chez Guy. Il va pas il va bouger. Il bouge très vite. Et j'ai adoré mes collègues. Il y avait Jason, il est super sympa, il est très facile à travailler avec. Il y a Scott Eastwood, le fils de Clint Eastwood, qui est un super gars, vraiment avec un grand cœur, très ample, très sympathique. Il y a des bons acteurs. Il y a des bons acteurs dans le film. Et Guy, il est très très généreux, il est très ouvert, mais
Mais il faut savoir que tu risques de passer quelques jours à prendre quelque chose et puis que ça va tout changer quand tu arrives sur le plateau. Et c'est comme ça. Et voilà, mon ami, il y a rien à faire, juste débrouille-toi, quoi. Holt, tu sais, je viens de te voir faire quelques mouvements. Tu vois, tu as fait quelques mouvements de boxe anglaise. Oui. Et tu as fait une série qui s'appelait Lights Out, tu sais, qui est inédite en France. J'espère pouvoir la voir très bientôt. C'est jamais passé par la télé française. Non, peut-être le câble, mais pas sur le network qu'on a en ce moment, tu vois. Et tu joues le rôle d'un boxeur qui revient, il y a une histoire un peu Rocky, tu sais, qui revient sur le devant de la scène. Et j'ai vu quelques scènes de Lights Out. Et je suis aussi, moi, très proche dans le milieu de la boxe. Je connais beaucoup de boxeurs, je suis venu plusieurs fois aux États-Unis. Et je t'ai vu, tu as vraiment, tu pratiques de la boxe? Parce que tu as quand même on voit tout de suite que tu as ce style, les épaules, la façon dont tu places ta garde. C'est un sport que tu aimes? Oui, c'est un sport que j'aime et tu as joué le rôle de l'entraîneur de Mike Tyson en 95. Tu te souviens? Oui, ça c'est une histoire intéressante parce que lui il est parmi les meilleurs entraîneurs. Si tu veux, si David Fincher est parmi les meilleurs réalisateurs du monde, Teddy Atlas. Il est parmi les meilleurs entraîneurs de boxe. Et on est devenus copains. Et j'ai continué à prendre la boxe pendant des années et des années. Et finalement, il y avait un rôle dans une série pour un boxeur âgé qui veut comment quitter on dit le retrait. La retraite, oui. Il va sortir de la retraite. Ouais. Sortir de la retraite, merci beaucoup, et répondre sa carrière. Et pourtant, c'est quelque chose qui existe souvent dans ce sport parce que pour des raisons financières. Et j'ai été choisi pour le rôle. Et honnêtement, je crois que c'est parmi mes meilleures choses que j'ai jamais fait. Mais c'est dommage que ça n'a pas passé en France parce que c'était juste une saison. On a fait, je crois que 13 épisodes. Mais c'est à voir. Avant que Mireille pose sa prochaine question, je voudrais quand même te dire, tu sais, on disait, tu as travaillé avec des grands réalisateurs. Oui. Dans plein de films divers et variés, mais des films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et en 2017, il y a la version cinéma de Justice League qui sort. Oui. Et tu as quand même l'occasion d'affronter l'un des plus grands super-héros de tous les temps dans une licence. Tu affrontes Batman dans une petite scène d'introduction. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver quand même, tu sais, dans l'imaginaire collectif, ça reste quand même légendaire. Tu es sur un toit et Batman vient t'affronter. J'imagine quand même que c'est quelque chose d'extraordinaire avec Ben Affleck. Oui, écoute, je vais te raconter l'histoire, John, parce que c'est un peu triste. La vérité, c'est que il y a le réalisateur, un monsieur qui s'appelle Zack Snyder. Que l'on adore, hein, tu sais que l'on adore. Hein. Écoute, moi, j'ai pas travaillé pour lui. Je sais. Mais je suis fan, mais je n'ai pas travaillé pour lui parce que ce que j'ai compris moi, c'est les producteurs m'ont expliqué que sa fille se suicidait. Bien. Pendant le tournage. Et ils ont dit, écoute, Zach, retourne en Californie. Il faut que tu sois avec ta famille. Et il y a Joss Whedon qui va venir terminer le tournage pour toi. Alors, Zach, il est parti et Joss, il est venu à Londres pour terminer le tournage. Et Joss, il n'aimait pas l'ouverture du film. Il voulait refaire l'ouverture du film. Et il voulait ajouter un personnage, un caractère de comique, je ne sais pas. Comique. Oui, qui s'appelle, what was he called? Le Clue Master.
le Clue Master. Il est un peu comme le Riddler, un peu. Et c'est un antagoniste à Batman. Il est voleur. Il est voleur professionnel, tu vois. Bon. Et ils m'ont proposé le rôle. C'était juste une scène. Avec une scène. Oui, une scène. Avec Ben Affleck. Mais tu sais, ce qu'il fait, John, c'est que c'est toujours dans les projets comme ça. Et la même chose. Il dit, mais dans le prochaine version, ton rôle, c'est bien entendu, bien sûr, oui. Oui. Maintenant, tu commences, c'est juste une scène, mais on t'introduit, oui, bien sûr. Et après, ça va être beaucoup plus parce qu'on t'aime beaucoup. Holt, bien à Londres. Donc, je suis allé à Londres et j'ai tourné avec Joss Whedon. Et Joss Whedon, il a écrit la scène d'une manière un peu comique. Tu comprends? C'est-à-dire oui, on l'a vu, oui, bien sûr. Comme Deadpool, un peu. Tu vois, un peu. Tu vois, je moque un peu de Batman et on se bagarre et quand mais c'était bien ce qu'il a écrit et quand j'ai vu le truc parce que on vient pour faire le looping, donc j'ai été invité au studio pour voir ma scène et faire le voice-over et j'ai vu le truc et j'étais super content et je me suis dit bon, ça va être parmi les meilleures scènes dans tout le film. Ben, j'avais pas vu tout le film, juste ma portion, mais j'étais super content. Un mois avant l'ouverture du film, il me rappelait, il me dit, écoute, il faut que tu reviens refaire ton voice-over. Et j'ai dit, pourquoi? J'ai dit, écoute, le film, ça va sortir tout de suite. Parce que normalement, tout est déjà... Bien sûr. C'est locked, on dit locked. Picture locked, yeah. Locked. Sound is locked, it's over. Un grand film comme ça, de $300 millions, ça va... Et j'étais choqué. J'arrive au studio et ils m'ont présenté ce que tu as vu toi. Et j'étais pas content. Parce que, si tu veux, ils ont tout coupé. Et il a comment on dit ça? Il a enlevé tout ce qui était comique, tout ce qui était un peu, tu vois. Tu étais juste un simple voleur, en fait. J'ai été juste un simple voleur. Et la vérité, je vais vous dire la vérité, parce que bon, j'avais déjà parlé de ça dans les interviews ici aux États-Unis, j'ai rien à cacher. J'ai perdu ma tête. J'ai jamais fait ça dans ma carrière. Pas une fois. J'ai commencé à crier dans le studio, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous pouvez pas. Moi, j'ai perdu ma tête. Et Joss, moi, j'étais à New York et lui en Californie, mais il était sur le téléphone, il écoutait tout ça et finalement, il dit, Holt, écoute, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et je me bagarrais, mon ami, pour la version que j'ai écrit moi, que nous avons filmé nous, que toi tu aimais et moi aussi j'ai aimé, mais j'ai perdu. C'est pas mon film, c'est Warner Brothers. Yeah. Et au moment, je pouvais plus me bagarrer et j'ai perdu. Et c'est ça, mon grand. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ça, c'est la version qui va sortir dans les salles. Et j'ai dit, écoute, Joss, là, dans ce cas, je préfère que tu enlèves mon nom. Tu vois, donc, si tu vois le film... Tu n'as pas été crédité. Le film, mais je ne suis pas crédité, comme on dit. Donc, oui, tu n'as pas été crédité. Mais le lendemain, j'arrive chez moi, à mon appartement à Manhattan, et il y avait une bouteille de champagne, Veuve Clicquot, la grande dame. C'est une marque, tu vois, c'est... Oh, bien sûr. Tu vois, avec une lettre... écrit à la main de Joss qui dit aux batailles pour Holt. Comment on dit? Aux batailles perdues. Oui, la bataille perdue, ouais.
pour... Oui. Gratefully. Oui, avec toute ma gratitude. La gratitude. Avec toute ma gratitude. Mm-hmm. Et tu vois, j'appréciais ça, quoi. C'est un beau geste. Parce que il n'était pas obligé à faire ça. C'est vrai. Je veux dire, je ne suis pas Ben Affleck, mon ami. Je suis un acteur qui travaille. Et en fait, c'est moi qui a crié dans le studio. Tu comprends? Et ça se fait pas. Mais j'étais dessous, mon grand. Et c'est là, vraiment, quand j'ai compris pourquoi parfois ces grands films comme ça qui coûtent 300 millions de dollars, c'est parfois super nul. C'est même quand tu leur donnes quelque chose qui marche, ils acceptent, ils changent. Et tu vois, tu dis, mais non, mais gars, mais vous êtes malade. Vous croyez vraiment que là, ce que vous avez coupé est meilleur que la version originale? Mais va à l'hôpital parce que vous avez des problèmes mentaux, qu'on dit. Mais c'est le showbiz, John. C'est le showbiz, je comprends. Mais, tu sais, ce que tu nous racontes, cette histoire, c'est assez incroyable parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. Mais de bien aussi faire comprendre aussi que tu sais maintenant que le Snyder Cut est sorti, que le grand film de 4 heures est sorti, qui a un succès incroyable. Oui, c'est plus là. Mais j'espère que Zack Snyder un jour t'appellera. Je suis persuadé parce que. Oh oui, je vais pleurer. Je ne suis plus là. Non, je suis content d'être plus là. En fait, il m'a fait un service, monsieur. Mais tu sais que tu racontes que effectivement, c'est quand même out of his hand. Tu vois, c'est aux mains des producteurs. Tu vois, c'est les exécutifs de Warner Bros qui décident et le réalisateur, il est, tu vois. C'est exactement ça qu'il m'a dit. C'est exactement ça qu'il m'a dit. Ouais. Il m'a dit, les exécutifs à Warner Brothers m'a dit que oui, tu peux avoir une scène comique dans le film, Joss, mais ça ne peut pas être l'ouverture du film. L'ouverture du film doit être ce qu'ils what they call the gritty action opener. We want a gritty action opener. Et c'est pas ce qu'on a filmé, nous. Alors, dans ce cas-là, moi, ce que je préfère, c'est que, OK, on revient donc sur le plateau et cette fois-ci, on le refait alors. On le refait correctement. Et on fait un gritty action opener, si c'est ce que vous voulez. Mais tu ne peux pas avoir un jus d'orange avec des citrons. Tu comprends? Ça marche pas. Tu peux pas avoir un gritty action opener avec ce que nous avons fait. C'est pas ce qu'on a filmé. C'était pas. Il fallait dire ça avant, les gars. Il fallait nous prévenir. Hein. Tu comprends. Mais voilà. Qu'est-ce que tu peux faire, John? C'est comme ça parfois. Bien sûr, en tout cas, voilà, je voulais revenir quand même parce que c'était quand même quelque chose de. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'affronter Batman, tu vois, dans la vie. Oui. Et ça aussi, parce qu'il y avait, comment tu dis, directrice de cascade, stunt coordinator, et qui dit bon, Batman, il va te taper dans la jambe. Et j'ai dit, il va faire quoi? Il va te taper dans le jambe. Et j'ai dit, mais ça n'existe pas. Si on tape dans la figure ou dans le corps, tu vois, pas dans le jambe, c'est des coups de pied, quoi. Dans la jambe, on fait, tu vois, mais on tape pas. Mais Batman, il va te taper dans le... Écoute, il y a une autre raison pour laquelle ça va pas marcher. Parce que moi, je vais tout de suite après, je vais essayer de m'échapper. Tu vois, je vais sortir du prochain bâtiment, quoi. Je vais courir
et puis sortez. Donc, comment je peux faire ça si Batman il me dit, bon, Batman, il te tapait dans la jambe, mais ça t'a pas fait vraiment mal. Quoi? Batman m'a tapé dans ma jambe et ça m'a pas fait mal. Quoi? Et Ben Affleck était à côté de moi. J'ai dit, Ben, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, bon, let's just shoot it. Ok, bah. C'est incroyable. Écoute, je vais laisser Merej te poser sa prochaine question. Vas-y Merej, je t'en prie. Oui, alors tu as déjà un peu répondu Holt tout à l'heure, mais je voulais un peu revenir sur David Fincher, oui. Qui est, moi je le considère comme le réalisateur le plus précis, le plus maniaque à l'heure actuelle. Il est capable de faire des dizaines de prises, même parfois peut-être des centaines, je ne sais pas, et pour obtenir exactement ce qu'il veut. Et je voulais savoir ton ressenti sur cette technique. Est-ce que tu trouves que c'est pertinent de le faire? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne technique? Et est-ce que ça t'a influencé, toi, en tant que comédien, pour ton travail? Oui, bah c'est une super question, Merej. Et ma réponse est oui. David, si tu veux, il m'a beaucoup influencé. Il m'a pris la première fois en 90 pour son premier film, Alien 3. Et puis il m'invitait à le rejoindre pour Fight Club en 19. Et puis après Mindhunter. Et il y a personne plus précis. Il n'y a pas un réalisateur plus précis que David. Et ça n'existe pas. En fait, je ne crois pas que c'est possible d'y être. Et il est absolument capable à faire des centaines de prises. Parce que on fait peut-être parfois 60 dans le même plan. Mais imagine qu'il y a plusieurs plans. Une scène, c'est pas juste ça. Tu vois, il y a the wide shot, il y a a two shot, il y a an over the shoulder, il y a a close up, il y a a high wide, et il est capable à faire 30 ou 40 de chaque plan. Incroyable. Plan, mon ami. Donc oui, c'est des centaines des fois que tu vas le faire. Mais comme j'ai dit plusieurs fois dans mes interviews, moi, je suis devenu acteur parce que j'adore être acteur. J'adore jouer. C'est pour moi, donc c'est pas pour tous les acteurs comme ça, parce que il y en a qui commencent à perdre leur concentration, qui commencent à être un peu fatigués, qui ne veulent pas le refaire encore, mais non encore. Tu vois, non, mais ça existe. Et tu veux pas, il faut pas qu'ils voient ça, David. Tu deviens sur le plateau, tu as fait tes préparations, tu es prêt à travailler, parce que si toi, tu n'es pas vraiment préparé et tu sais ce que tu dois faire, toi, parce que c'est très personnel. Chaque acteur travaille d'une manière différente. Mais toi, tu sais ce que toi, tu dois faire pour être vraiment prêt de travailler avec un réalisateur comme lui. Et si tu n'as pas fait cette préparation, il va le voir. Et il va trouver que ça manque de respect. Pas juste pour lui, mais pour l'équipe, tout l'équipage.
Tu comprends parce que c'est une grande, on est nombreux hein, sur le plateau, hein, et si tu, par exemple, un acteur qui n'a pas bien étudié ses dialogues et qui a des difficultés, je dis quoi? C'est quoi? Oh non non non, oh non 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 non. Pas avec David. Non. Et quand toi personnellement tu travailles un rôle, tu fais quoi en premier? Tu trouves d'abord le corps, la voix, ou d'abord le texte? C'est quoi qui te vient d'abord? Bah écoute, j'ai une façon assez particulière parce que j'avais étudié avec un grand prof à New York qui est décédé maintenant, qui s'appelle Harold Guskin. Et Harold Guskin, qui comptait parmi ses élèves des grands acteurs comme Kevin Kline, James Gandolfini, Glenn Close, Rachel Weisz, Daniel Craig. Il avait vraiment, il a travaillé avec des grands acteurs. Et Jean Reno était très très proche avec Harold. Et Harold, il a dit, tu prends le scénario et tu ouvres et tu vas pas faire exactement ce que tous les acteurs du monde, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va lire le truc du début à la fin et il connaît exactement ce qui se passe dans l'histoire avant de commencer son travail. Mais Harold, il a proposé une autre façon. Il a dit non. Tu vas trouver tes textes et avant de savoir exactement où tu vas laisser les mots te prendre là où là où tu veux, sans aucune comment on dit ça, sans aucune hésitation, sans aucune indication de l'histoire. Dis-le en anglais, hein, tu peux le dire en anglais. Tu peux le dire en anglais. Oui. You're just going to. You're going to take, par exemple, maintenant, je joue un flic, un flic, comment tu dis, un dirty cop, un sale flic. Dirty cop, un ripou. Un ripou, un pourri. Un ripou. Un ripou, on dit en français. Un ripou. D'accord, je joue un ripou. Et j'ai when a shot is fired by a civilian and you're in close, a lot of cops' first reaction is the same, passive. Tu lis juste la première ligne de dialogue et tu visualises et tu laisses, tu commences avec, okay, I'm sorry guys, I'm gonna say it in English. You start with just the thought in your mind, right? Yeah. And then you let the line take you anywhere that it's going to take you emotionally. You don't edit yourself. You don't limit yourself. You're not planning anything. And then you go to the next line and you take it wherever you have no idea yet where you're going. And because you don't have an idea yet where you're going, you're not planning anything. And you're trying things that may ultimately not be useful to you in the end, but you may discover things that you would not have discovered by allowing your impulses to take you to places without editing anything, without planning anything, with no direction in mind, just to see how this line, this thought, this emotion plays on me
as an actor, because it will be very different for me than it will be for you, Marej, or for you, John, because at the end of the day, we're all very different as people. Yeah. Do you see what I mean? And so you're allowing that, and so you're discovering, you're finding ultimately the character by discovering where the text takes you, to me emotionally when you verbalize the lines without any preconditions. I'm sorry, that was a long. Non, c'est super. Ça ressemble un peu à crystal clear, I must say, and you let the universe come to you. You let the universe come to you. And that's what I said this once in another interview in France many years ago. But the great American actor director Orson Welles, he used to say that in each of us there is a poet and a priest, an assassin, and a revolutionary. You remove the things about yourself that don't correspond to the character that you wish to create, and what you will be left with is the character. So it's always about accessing things that are in you, but you're not going to eliminate them in the beginning. You're going to let everything play, and then slowly you're going to find what is essential for this guy, and then in the end you'll have him. But does that make any sense? Yeah, of course. Bien sûr, c'est passionnant, c'est passionnant. Tu voulais continuer, Marej, peut-être que sur ta question. Écoute, non, c'est dans la continuité de Fincher. Ouais. Hein. Oui. C'était juste, voilà. Je voulais savoir, tu as un tout petit peu répondu tout à l'heure, mais tu as eu jusqu'à présent l'occasion, et c'est par choix, comme tu le disais, pour travailler avec de grands réalisateurs prestigieux, de plutôt orienter ta carrière vers des rôles secondaires prestigieux. Et du jour au lendemain, d'une certaine façon, tu te retrouves en tant que rôle principal dans Mindhunters, qui est exceptionnel, une série incroyable. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? Est-ce que ça a changé la perception du public, la perception des professionnels par rapport à toi ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Est-ce que ça a été vraiment un changement radical ? Oui, et oui. Ma réponse est oui. Et Marej, c'est difficile à expliquer, mais pendant 30 ans, j'étais acteur à Hollywood, et j'ai passé des auditions pour des films, pour des séries. Je passe des auditions, et maintenant, depuis Mindhunter, je ne suis plus obligé je passe plus des auditions. C'est juste des grands réalisateurs comme Guillermo del Toro. Alors, oui, qui m'appelle Hurt. Ça sera un honneur pour moi. C'est la vérité. Guy Ritchie, tu vois, et pas mal des autres. Et c'est David qui a fait ça pour moi. Et j'ai beaucoup de on dit gratitude. Oui, gratitude. Et parce que ça a changé ma vie. Parce que tu vois, pendant longtemps, Johnny Depp, il a vécu à Paris. Tu vois, Harrison Ford, il a vécu au Mexique. Au Mexique. Mais moi, j'étais prisonnier à Los Angeles, parce que j'étais obligé de me présenter, tu comprends, tous les jours pour des gens. Maintenant, si je veux habiter dans le sud de la France, c'est ce que je fais ce que je veux même. Et donc c'est un grand changement pour moi de vie. Et je vois ça aussi, par exemple, dans le Wrath of Man. Jason Statham, il est quand même considéré parmi les grandes stars, les grandes vedettes d'action. Hein, il est énorme, le mec. Et moi, tu vois, j'ai le deuxième rôle devant lui, et je vais finir, je vous promets, pour être le premier. Hein. Et la carrière d'un acteur, c'est pour toute la vie. Et même si j'ai commencé avec les petits rôles,
je vais pas terminer dans les petits rôles. Je vais terminer finalement dans les grands rôles. Mais je vais les avoir quand j'ai déjà appris mon métier, quand je sais comment travailler. Tu veux un dernier truc, tu veux lui demander? Ouais, juste un dernier, si je Bien peux sûr. me permettre, Holt, je peux me permettre une dernière question. Est-ce que tu nous as parlé évidemment de Fincher, tu nous as parlé de Guillermo del Toro, tu nous as parlé de Guy Ritchie, mais tu nous as pas vraiment parlé de Michael Mann, qui est un maître également. Et j'aimerais bien, de ton point de vue, savoir quelle est sa spécificité. C'est quoi la différence, Michael Mann? C'est quoi comment tu définirais Michael Mann, sa façon de travailler, etc. Bon, Merege, la vérité, c'est que ce n'est pas facile de travailler pour Michael Mann. Michael, il est dur quand même. Et écoute, c'est un grand réalisateur. Et j'ai beaucoup de respect. Le film que j'ai tourné avec lui à Hong Kong, c'était une bonne expérience pour moi. Le film, c'est problématique, tu vois, dans les certains sens, ça n'a pas vraiment marché. Chris Hemsworth, c'est un très bon gars et on s'entendait très très bien. J'ai passé des bons moments avec lui. Mais j'ai trouvé ça difficile. Hein? Michael, il est... Oh, bon, how can I say it? It's challenging to work. It's challenging to work for Michael. Because, he has a temper. And, he can, j'ai essayé de faire le mieux pour lui que je pouvais, mais je ne sais pas vraiment si à la fin il était super content avec ce que j'ai fait, parce que j'étais pas mal coupé. Si tu vois Black Hat, bon, je suis là, mais j'avais tourné beaucoup plus qui n'est pas représenté dans le film à la fin. Donc, je ne sais pas s'il était super content avec mon travail, mais je peux te dire honnêtement que j'ai vraiment essayé. J'ai essayé pour Michael, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. He's not unlike with David, where you kind of know. Do you know what I mean? When you know what I mean? He's very precise. Michael, it's harder. You're kind of not sure. So it was challenging. Challenging to work for Michael. Eh bien, merci beaucoup pour ces réponses passionnantes, Holt. C'était un vrai plaisir. Je suis assez ému. Moi, je me rappelle de la première fois que je t'ai vu sur un écran de cinéma, la fameuse scène dans Alien 3 où tu mets les lunettes. Avec ta petite larme ici. Merci infiniment et à très très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Merege. C'était un grand plaisir. Et j'ai très hâte de découvrir le Guillermo del Toro également. Oui, non, ça, il faut voir. Hein? Nightmare Alley. Ça, Kate Blanchett, on sera au rendez-vous. Oui, ça c'est à voir. Ciao. Au revoir. À tout de suite. Holt, je ne sais, c'est rafraîchissant, c'est inspirant de parler avec toi. Tu es d'une gentillesse, d'une simplicité incroyable. Je voulais te le dire. Je voulais juste te remercier parce que je te dis depuis que je suis gamin, je te vois au cinéma, à la télé, et c'est un honneur, vraiment un plaisir de te parler. Je remercie encore Florent, un ami aussi qu'on a en commun, Florent qui est quelqu'un d'exceptionnel. Oui, et je voulais juste te dire, j'ai vu que tu avais un nouveau film aussi qui arrivait encore où tu partages l'affiche avec Liam Neeson. Oui, sur, c'est sur Netflix et pas en France. Netflix France, not yet. Oh, okay. We have to wait. I like Liam.
Liam is a friend of mine, and he's a really good guy. And, we're both involved with the Irish Arts Center. C'est un Irlandais. Et moi, je suis d'une famille irlandaise. Mon père était irlandais. Donc Liam, je considère vraiment comme un bon ami. Et j'ai fait 2 films avec lui. J'ai fait un film qui s'appelle Run All Night. All Night. Ed Harris. Oui, et puis The Ice Road, c'est le nouveau film. J'ai pas encore vu le film. J'ai entendu que donc je ne peux pas vraiment te dire si c'est bon ou pas. Mais je peux te dire que Liam Neeson, c'est un type bien, c'est un mec correct, c'est un ami proche et quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Eh ben, j'espère que j'aurai l'occasion de le recevoir aussi sur The Lickers. Oui. En tout cas, Holt, je voulais vraiment te remercier encore. Vraiment, merci pour tout. Et tu reviens quand tu veux, quand tu auras encore d'autres projets. Avec grand plaisir, on t'accueillera. Et j'espère peut-être te croiser, peut-être au Festival du film américain à Deauville, si tu viens en France. Oui, pourquoi pas. À la rentrée. J'aimerais beaucoup. On verra ça, ou peut-être se voir avec Florent avec un grand plaisir. Holt, merci pour ta gentillesse. Et comme tu l'as dit, je suis persuadé que dans pas très longtemps, on va te voir dans le premier rôle. Parce que tu le mérites. Tu peux porter un film. Et puis, je veux te revoir encore boxer parce que je te trouve magnifique. Donc, merci beaucoup, Holt. Merci à toi. Merci, John. OK, allez. À très vite, Holt. À la prochaine fois. Stay safe. Bye bye.